Bonsoir, je veux dire bonjour, vous êtes en Californie, hein, on va se Oui, tutoyer puisqu'on a déjà travaillé ensemble, hein, on a déjà fait le grand débat qui avait été censuré sur YouTube. Et là, on se retrouve pour discuter d'une émission. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait qui avait été diffusée par RTTVI, qu'on vient de décrypter parce qu'on a eu un jeune, Mathieu, qui était là-bas et qui nous a dit que ça se passait tout à fait autrement que ce qu'on nous dit. Mais surtout, nous aussi, on a fait des coupages des vérités, de ce que présente Monsieur De Croo comme vérité et ses collègues, hein, Vandenbroek, mais là c'était Alexander De Croo qui se présentait. Martin Zizi, on ne vous présente plus, hein, je veux dire, on ne te présente plus, voilà. Tu as divers cordes à ton arc, mais tu as surtout, dans le cadre actuel, pour le dire, parce que c'est très intéressant, tu as beaucoup travaillé pour le gouvernement belge et pour l'officiel, disons. Euh, oui. voilà, on va. Dans le passé, j'étais en fait un conseiller de trois ministres assez écoutés entre les années 1999 et 2005-2006. Et donc, il y a eu beaucoup de choses de faites. Certaines sont venues dans les news, certaines ne sont jamais venues dans les news. Mais je crois avoir contribué et mouillé ma chemise en n'ayant jamais menti à une autorité de tutelle. Ce qui nous change de ce qui se passe de nos jours. Ce qui peut déranger certains. Alors, moi, je crois que ce qui est absolument important actuellement, on parlait avant là en off de dictature du mensonge. Je pense que c'est très important de revenir sur ce qu'ils disent parce qu'ils présentent toujours ça comme des vérités absolues qui ne peuvent pas être mises en question. Je rappelle quand même que dans cette émission, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Monsieur De Croo a dit qu'il y avait en Belgique un cas avéré d'effet secondaire post-vaccin, ce qui est quand même incroyable. On reviendra là-dessus parce que tu ne l'as peut-être pas entendu. Mais on va revenir sur différentes étapes et on montrera les vidéos. Donc sur différentes étapes, on va commencer par le début par rapport aux chiffres, Martin Zizi. Oui, le gouvernement actuel est dans une course au mensonge. Donc, j'accuse le gouvernement de faire des mensonges d'État à la population avec un bon packaging médiatique, en essayant de les convaincre que la situation est plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était l'an passé à la même époque. Les gens pourraient contrôler sur la première page de la Libre Belgique tous les chiffres des décès ou des cas. Cas qui, je rappelle, ne sont pas des cas parce que les PCR, dont 80% sont fausses. Mais revenons sur les décès. Les décès, nous avons mis 14 mois à peu près pour atteindre 25 000 décès en Belgique. Ça nous amène entre mars de l'an passé et fin mars de cette année. Et depuis lors, nous atteignons péniblement et heureusement les 27 000, ça veut dire que nous avons 2 000. Donc on compare et on essaie de faire croire au peuple belge que 25 000 égale 2 000. Moi, je ne sais pas, mais j'ai été à l'école et ça, j'ai compris à partir de l'âge de 7 ans que, des milliers, c'est plus petit que des unités. Donc, ça, c'est du messaging. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais ça veut dire qu'on ne peut pas justifier l'activation d'une loi pandémie et toute cette hystérie mensongère sur base d'une situation qui est 100 fois moins grave que celle qu'elle était l'an passé. Surtout qu'on nous parle sans arrêt des occupations des lits de soins intensifs, mais si on parle un peu, on est en dessous des seuils pandémiques. Donc, de qui se moque-t-on, je dirais. Mais je crois qu'il faut parler à d'autres collègues qui ont les vrais chiffres parce qu'ils sont tous les jours là-dedans. Et c'est des chiffres officiels, ça peut être confirmé. On est en dessous des chiffres pandémiques, c'est important de le dire, mais on est aussi avec encore moins de lits ici en Belgique qu'il y a un an et demi, alors que le ministre de Croo m'avait promis qu'ils avaient donné 40 milliards. On ne sait pas où ils ont été, mais voilà. Il faut demander à certains types qui font des PCR. C'est peut-être ça qu'il faut explorer. Ça coûte, ça coûte. Ouais. En gros, pour venir là-dessus et finir, vous savez, et c'est encore une fois domaine public, il y a un peu plus de entre 500 et 600 millions d'euros qui ont été dépensés en 15-16 mois pour des PCR. Vous savez que ces PCR ne nous aident pas. Ce n'est pas des cas. PCR, c'est égal pas contagion. PCR, c'est égal pas infection. Donc, c'est comme conduire une voiture avec un pare-brise en bois. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va en accélérant. Je me demande parfois quelle mouche les a piqués ou ce qui fume. Mais maintenant, dans ce contexte-là, vous savez combien de lits de soins intensifs on peut staffer avec 500 millions d'euros. C'est aberrant. Quand je vous dis que le centre de brûlé de l'hôpital militaire a été entièrement renouvelé, et c'est 12 lits high care et 8 lits medium care, donc 20 lits pour 25 millions d'euros. Quand je vous dis qu'en frais annuels, ça coûte autour des 20 millions d'euros, non, ça coûte 8 millions d'euros à l'armée, mais en gros, ça coûterait 24-25 millions d'euros si on le faisait dans le civil, parce que, vous savez, les médecins militaires, ils ne sont pas payés à l'acte, ils sont payés au mois, et puis on ne fait pas les biologies cliniques en se remboursant une amie, etc. Donc, il y a des différences de prix, mais en gros, le même niveau de prestation et de quantité, en quantité et en qualité, coûterait entre 20 et 24 millions d'euros dans le privé,
Ça veut dire que 20 lits soins intensifs pour 24 millions d'euros, je crois que le Belge moyen qui a un certificat d'études, le certificat primaire, c'est faire le calcul, ça fait au minimum 400 lits de soins intensifs qui sont full staff. Ça ne veut pas dire qu'on crée les lits. Ça veut dire qu'il y a les lits, les 8 salaires des nurses qui vont autour, plus des médecins. Donc, je crois que là, il faudrait que des journalistes d'investigation regardent les flux financiers et surtout de qui on se moque, parce que ce n'est pas le moment de couper des lits de soins intensifs, et surtout quand on donne un demi-milliard à des choses inutiles. Moi, quand je dois dépenser quelque chose, je les dépense pour des choses qui me sont utiles ou qui sont utiles à la collectivité. Et je ne commence pas à faire des cadeaux à des labos universitaires qui nient que les PCR sont inutiles parce que ça les dérange de le dire, parce qu'ils perdraient des sous. Oui, c'est énorme. Il faut ajouter aussi que beaucoup d'infirmières, de soignants sont en train de partir, de quitter, sont en congé maladie parce qu'ils ne tiennent plus, et aussi parce que on les oblige à se vacciner, on les menace au 1er avril de ne plus pouvoir travailler ici en Belgique. Alors, on va revenir sur la situation, puisqu'on va passer la séquence de Monsieur De Croo. Il explique que la situation, il se base aussi sur la situation dans d'autres pays. Et là, Martin, tu as des choses à dire. Oui, Alex, j'ai des choses. Ça, je dois dire que je découvre cet élément-là aussi. Malheureusement, aussi le monde scientifique y découvre. Hein, le Covid long, bon, on est confronté à quelque chose d'assez nouveau. Bon, maintenant, on est quand même dans une autre phase. Hein, on voit qu'il y a des gens qui en souffrent pour une longue période. Je vais regarder et je vais étudier. Vous dites qu'au Royaume-Uni, il y a d'autres systèmes. Bon, essayons d'apprendre alors ce qui se fait dans d'autres pays. Mais en anglais, on dit « When the facts change, I change my mind ». On avait dit qu'on ne parlait pas politique, on aura quand même terminé avec une touche politique. Climatique. Quand je l'entends dans son interview dire « Mais j'ai beaucoup étudié, j'ai bien regardé les autres pays pour faire ». Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je ne sais pas si sa mère l'a battu étant petit, mais il y a un problème là. Si on regarde la situation suédoise, je vais parler de la Suède, du Japon, de l'Angleterre et de l'Inde. Les Suédois, on les a attaqués sans arrêt. Pendant 1 an, ils ont été trashés, ils étaient les criminels, ils allaient mettre toute la planète en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas de lockdown, ils faisaient des choses différentes. Mais ils faisaient des choses. Par exemple, ils contrôlaient les milieux internes, les bâtiments publics. Ils évitaient les afflux trop massifs dans les transports en commun, parce que c'est là où les contaminations se passent. Et ils étaient prudents, ils expliquaient aux gens, soyez prudents à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ils n'ont jamais vraiment cru au masque, même s'ils l'ont utilisé, ou au confinement. Et ils n'empêchaient pas les gens de faire un barbecue à 3 au fond du jardin. Au contraire, on avait, selon les mamans, ça peut aller entre 20, 50 et plus de personnes dans les rassemblements. Pourquoi la Suède a fait ça? Parce qu'il y a une raison scientifique. Ce n'est pas un jour, le Suédois en charge qui s'appelle le docteur Tegnell, qui est l'épidémiologiste du gouvernement suédois qui a réussi à sortir la Suède de cette crise, un jour il n'est pas tombé malade et il a dit « j'ai une vision, je vais faire le contraire de tout le monde ». Non, entre le début février et le 14 février de l'an passé, en 2020, qu'est-ce qui se passait? On a vu en Suède et ailleurs les premiers cas qui n'étaient pas liés au contact humain-humain. Donc, Ebola, par exemple, ça se transmet d'homme à homme. Mais les rhumes ou d'autres virus comme la grippe, ça peut faire ping-pong et des autres espèces. SARS et tous les coronas existent depuis des millions d'années. Ils étaient là, ils sont là après nous, donc ils sont zoonotiques. Ça veut dire que votre chien, votre chat, votre furet, le belette, l'écureuil, le veau, la vache, le cochon et surtout le lapin l'ont aussi. Donc, à partir du moment où on a la preuve de ça, parce qu'on sait que les coronas font ça, et on voit que SARS-2, il y a des contaminations qui ne viennent pas des hommes. Qu'a dit Tegnell et qu'ont fait les Suédois, ça ne sert plus à rien de contrôler la dispersion virale parce que c'est un non-sens, on ne sait pas d'où le virus vient. Il se balade dans la nature, il est sorti de sa boîte. Donc, c'est pour ça qu'il fallait focaliser sur les anciens et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il n'y a pas de problème avec un bon vaccin et on y reviendra, mais il ne faut pas bloquer tout en attendant le vaccin magique, parce que ça devient une pensée régressive. Vous savez, les enfants, ils pensent magiquement, si je mets la dent sous l'oreiller, je vais avoir une petite pièce, etc. C'est bon et c'est normal quand on a 5 à 10 ans, ça s'appelle un stade développemental. C'est la pensée magique. Mais quand ça revient en majorité chez les adultes, c'est un signe d'une régression mentale et cognitive majeure. Donc la pensée magique, il faut l'arrêter. Donc, ce qui s'est passé en Suède est important. Ils ont changé de politique. Ils ont perdu des gens parce que, comme les autres, ils n'ont pas réussi à renforcer les lignes de soins pour les maisons de retraite et de soins. Et donc, Tegnell l'a reconnu, il a dit « j'aurais pu mieux faire là ».
Mais alors, comme il y avait un vrai débat méchant que la Suède, il a toujours dit « je ne veux pas d'unité de groupe ». En fait, c'est ce qu'il a atteint, mais il ne l'a jamais dit comme objectif, parce que ce n'était pas l'objectif. Mais quand il fait d'autres, ils ont réussi. Pour le moment, depuis le mois de juin, ils ont quasi plus de morts, de temps en temps un. Et ça ne se dit pas. J'ai récemment posté des tableaux comparatifs sur Internet, sur le site LinkedIn, des statistiques officielles. Je me suis fait bannir. Ça dérange parce qu'on dit aux gens, regardez ce qui se passe ailleurs. Ce qu'on vous donne n'est pas la version réelle de ce qui se passe sur la planète. On est en train de corréler chaque pays avec sa propre série de mensonges pour que les gens n'aillent pas voir ailleurs, parce que s'ils voient ailleurs, ils vont dire, mais attention, en Suède, ça va mieux. La Suède a tout arrêté finalement en milieu d'été, suivi un mois plus tard par le Danemark, suivi par la Norvège aussi. Donc, entre le milieu de l'été et septembre-octobre, toute la Scandinavie est retournée en mode normal. Il faut aller voir. Ouais. Et donc, même la Finlande. Donc, ils sont sortis de la crise. Ils ont 70 à 80% de vaccinés, mais ils n'embêtent pas les gens et ils ne parlent pas de les mettre en prison. Si on regarde maintenant la situation en Angleterre, il faut savoir que Cambridge a pris la main face à Imperial College London. Donc, les gens qui nous ont mis dans cette crise sont des modélisateurs mathématiques qui ne sont pas médecins. Ils ont fait des plannings, c'est des logisticiens. Ils se sont plantés. Parce que quand on ne met pas dans le modèle que c'est une zoonose, on s'étonne que les chiffres deviennent faux. Ben, les chiffres, ils ne valent rien parce que mon modèle, c'est du garbage in et donc c'est du garbage out. Donc, ces gens d'Imperial College, et je vais dire un nom parce que maintenant il faut les sortir, Neil Ferguson s'est planté avec toute sa clique. Donc, les gens de Cambridge ont pris la main chez Boris Johnson et ont bien démontré que Delta ne tue pas. Et ça, c'est important que la population comprenne. Un virus, il doit survivre, il doit se reproduire. S'il vous donne un jour et que vous mourrez le lendemain, il ne se reproduit pas beaucoup, il ne disperse pas beaucoup. S'il vous donne une semaine, ben, il se disperse un peu plus, vous infectez votre femme, vos premiers cercles familiales. S'il vous laisse tranquille un mois avant de vous tuer, vous infectez quelques centaines de personnes. Et s'il vous laisse tranquille sans vous tuer, ça va très vite en quelques semaines sur toute la planète. C'est ce que Delta a fait. Au plus un virus se disperse vite, au moins il est dangereux. Il faut choisir. Donc, quand on dit Delta, c'est la fin du monde, non. Delta, c'est bien, c'est le virus endémique qui ne tue plus. Les données de Public England sont claires. Depuis le 19 juin, ils ont des tableaux chaque mois. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que SARS tuait 2 pour 1000. Entre nous, la grippe, on a 2% de morts. Ça demande une autre question. Si un virus tue 2 pour 1000 par l'humain et qu'on a 2% de décès, qu'est-ce qu'on a fait pour aider le virus? C'est un autre débat. Par contre, Delta tue 2 pour 10 000. Et ça, les données anglaises sont claires. Donc, en Angleterre, ils ont commencé à tout ouvrir. Neil Ferguson a attaqué dans les news Boris Johnson en disant « On va voir au mois de juillet où les gens peuvent contrôler, c'est sur Internet, 100 000 morts. » On n'a rien eu. Les Anglais n'ont pas 100 000 morts. Ils ont des cas dus au vaccin. Autre problème. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Neil Ferguson dit « Je m'étais trompé. » Ah oui, OK. On fout un pays en l'air et on dit « Sorry, je me suis trompé. » Ça ne peut pas continuer. Donc, l'Angleterre s'en sort bien, même s'ils ont quelques problèmes avec les vaccinés. Et les données de Public England sont claires. Ils montrent qu'ils ont 2 fois plus de vaccinés et qu'ils sont sensibles. En fait, ils ont des maladies plus graves et ils sont plus susceptibles de décéder en soins intensifs du vaccin que du Covid. Oui, mais ça c'est essentiel ce que tu dis. Hein. Oui, donc, les vaccinés sont plus susceptibles de décéder en soins intensifs que les non-vaccinés. Ça oui, pour le moment. Et pour le moment. Ce n'était pas le cas quand il y avait peu de vaccinés, c'était les non-vaccinés qui arrivaient en soins intensifs. Le gouvernement belge, c'est aussi un mensonge là, mais on va y revenir. Donc, la situation en Angleterre est stabilisée. Moi, j'ai des copains en Angleterre qui me disent « Oui, ça va, on vit plus ou moins normalement. » La situation au Japon maintenant. Le Japon, les 3 derniers mois, a banni 2 vaccins pour des problèmes de qualité, parce qu'ils ont examiné, ils ont dit « Mais non, ça ne répond pas aux normes, donc on les arrête. » Il a commencé à libérer les traitements précoces, qui sont antibiotiques, fluidifiants, éventuellement l'ivermectine. Le Japon est sorti de la crise. Ils ont des vaccins, mais ils n'ont pas de programme de vaccination de masse. Okay? Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Pour ces histoires de vaccins qui n'ont pas de bonne qualité, j'ai été en contact avec quelqu'un d'une firme pharmaceutique qui m'a dit « On envoie les batchs sans faire le QC parce qu'on doit vendre. » J'aimerais un jour que cette personne vienne sur les news parce que c'est gros, ça. Donc, finalement, le QC, c'est le QC, c'est le testing, le quality control.
Ça veut dire quand on produit Contrôle de qualité. on a un master batch record. Ça veut dire qu'on note tout, on met autant de litres d'eau dans le fermenteur, on a l'eau, on a le certificat de purité de l'eau. On a une série de normes, il y a des centaines de lignes et il faut chaque fois cocher les petites cases quand on fait un batch de production. En fin de production, on a des tests de qualité sur la pureté, l'absence de pyrogène, voir en microscopie ce qu'il fait, regarder si le produit correspond à sa définition avant de le mettre dans les fioles et de l'envoyer. On n'injecte pas quand même n'importe quoi dans les gens, bien que maintenant ça a changé depuis un an. Mais il y a quand même un contrôle de qualité. Ce contrôle de qualité chez Astra n'est plus fait parce qu'ils vendent très vite. C'est aussi con que ça. Alors, ce n'est pas étonnant quand des gens parlent que des pays disent « Oh, il faut être prudent parce que je risque d'avoir d'autres effets secondaires. » Donc, si on regarde l'Inde maintenant, pour revenir au fameux notre Premier ministre, dont je demande ce qu'il lit, ou je demande qu'est-ce que ses conseillers lui disent. Donc, M. De Croo dit « J'ai étudié la situation à l'étranger. » Il ferait bien de regarder l'Inde. L'Union indienne, c'est beaucoup d'États différents qui ont eu apparemment des politiques de gestion Covid différentes. Et le Kerala est allé au tout vaccin. Le Kerala représente quelques pourcents de la population indienne et plus de 60% des morts. C'est marrant, c'est le vaccin. Alors que d'autres États qui n'ont pas mis du tout vaccin, Ivermectine, par exemple le Punjab ou d'autres, ont moins de morts. Et ça, c'est contrôlable sur Internet, c'est contrôlable sur le film de John Hopkins. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les données. mais il y a un État, Martazi, qui a soigné l'ivermectine et qui a eu des très bons résultats, semble-t-il. Oui, où il y a aussi. Mais donc, ce qui est surprenant, c'est que si on regarde l'Union indienne sur un an, on a presque une étude épidémiologique en temps réel entre les gens qui font une politique X et qui ont le résultat X et des gens qui font une politique Y et qui ont un résultat Y. Et comme c'est la même culture, le même tropisme, la même population, en fait, même si les gens se mélangent et sont un peu différents, c'est presque une bonne étude scientifique. Alors, si un ministre savait lire, et c'est peut-être là le problème, il ne sait pas lire, il pourrait se renseigner là-dessus. Donc, moi, je suis le cul par terre quand j'entends cette interview. Donc, ça, je parle de comparaison entre pays. Oui, donc on parle de cette émission de « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» qui le titre est totalement frauduleux. Alors, il y a un passage donc, par rapport aux interventions sur les vax, l'auto-immunité, etc., sur lesquels tu as quelque chose à dire aussi. Oui. Et aussi sur la question d'appeler ça un vaccin. Hein. Oui, il y a un truc qui me choque, mais qui me choque profondément. Parce qu'on dit une vérité pour supporter un mensonge. C'est de la dialectique. Quand le Premier ministre dit « Mais vous savez, les vaccins, ça a plus de 2 siècles de recul. » Il a raison. Je suis pour le vaccin, moi. Je n'ai jamais été anti-vax. Je suis militaire, donc vacciné plus que la population belge. J'ai en plus le vaccin antivariole. Ça veut dire que le jour où il y a un pays qui fait une arme et qui attaque, ce sera la fin du monde, là, vraiment. Moi, je survivrai parce que j'ai mon vaccin antivariole. Après 76, on n'a plus vacciner les gens. Je rigole. N'ayez pas peur, ça ne se passera pas parce que c'est alors une guerre nucléaire qui s'ensuit. Mais en gros, quand on parle, en fait, de la technologie vaccinale, il a raison. Mais ceci, ce n'est pas des vaccins. C'est un vaccin qui doit créer son propre médicament. Je l'ai dit dans les news, je l'ai développé sur LinkedIn. C'est comme donner le message du Doliprane et espérer que votre foie le fait. Bon, ça pourrait marcher et ça marche en partie. Ça veut dire que moi, je donne un message, c'est de l'ARN messager. Je le donne dans une cellule musculaire. La cellule doit produire cette protéine spike. Mais on ne sait pas contrôler la quantité produite parce qu'en biotechnologie, on fait ça dans des tubes à essai et puis on réinjecte les cellules. Ici, on espère que le corps le gère au sens naturel. Et le corps, on se rend compte, ne le gère pas bien. Et j'ai regardé depuis plus d'1 an dans toute la littérature scientifique, parce qu'en plus de mon boulot de jour, la nuit, je lis pour essayer de comprendre, pour essayer d'aider et d'informer les gens. On n'a aucune manière de contrôler au sein des muscles des gens la quantité de spike produite, standardisée, parce qu'elle dépend des gens, elle dépend de leur génétique, elle dépend de leur âge, elle dépend de tellement de choses. Donc, ça veut dire, conséquence pour monsieur tout le monde, parce que je tiens à être clair, il y a des gens chez qui on injecte le vaccin. L'ARN se met au travail et il y a très peu de production. Donc, il n'est pas efficace. C'est comme s'il n'y avait rien. Il y a des gens chez qui on injecte le vaccin, qui ont juste ce qu'il faut de protéines qui sortent dans le sang, qui immunisent, on a des beaux anticorps, tout le monde est content, ces gens sont sans doute les réussites du vaccin. Puis il y a des gens chez qui on produit trop. Avec trop de production, eh ben, on a des effets secondaires. Ils peuvent être bénins, ils peuvent être moyennement méchants, ils peuvent être très méchants. Et puis il y a des gens chez qui c'est toxique parce que Spike, on en produit tellement qu'elle va partout, jusque dans l'utérus ou ailleurs. Donc quelque part,
il y a une incapacité de cette plateforme à contrôler la production. Et comparons ça à un vaccin normal. Un vaccin normal a une posologie. Ça veut dire que j'injecte une quantité très, très petite d'antigène. L'antigène, c'est la molécule contre laquelle mon corps va réagir. Et je l'injecte dans le sang. Ici, on ne sait pas ce qu'on injecte, parce qu'on injecte une quantité connue, une posologie d'ARN messager, mais qui ne se traduit pas par une posologie active de médicaments contre lesquels il faut s'immuniser, donc de l'antigène. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fout. Alors, oui, c'est expérimental, Martin. Oui, c'est expérimental, mais j'emploie même pas le mot expérimental parce que mon explication est claire pour tout le monde, je crois. Je ne sais pas ce que je fous. Je ne contrôle pas ma posologie et on dit que c'est un vaccin. Donc là, il y a un problème. Encore une fois, je voudrais conseiller au ministre De Croo soit d'apprendre à lire en français, il parle très bien le français, soit d'apprendre à lire tout court parce qu'il y a un vrai problème. Ceci, c'est pas un vaccin. Autre chose maintenant, et il faut que les gens comprennent avec ce vaccin, c'est que non seulement on ne contrôle pas la posologie, mais on ne contrôle pas où va la protéine. Quand une protéine fabrique cet antigène, elle doit le sortir dans le sang. Or, il se fait que les petits sucres qu'on met sur la protéine, c'est un système d'email intracellulaire, il est foireux parce que c'est des séquences virales, ce n'est pas des séquences du cancer. Cette technologie marche comme thérapie anti-cancer. Elle ne peut pas marcher avec des gènes viraux ou bactériens parce que les petits messages sont différents. Donc, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'une partie de la protéine reste dans la cellule musculaire qu'il a créée et donc, elle induit une immunité contre la cellule. Et on a des phénomènes d'auto-immunité. Et après, on s'étonne qu'on a des myocytes, des péricardites et des myocardites. C'est normal. C'est prévu par le fait, et c'est la preuve que la protéine ne sort pas où elle doit aller. Donc, la biodisponibilité, la distribution de la protéine, après la produite, dont une quantité qu'on ne sait pas. Mais en plus de la quantité, on ne sait pas sa localisation. Et on dit que c'est un vaccin qui a 2 siècles de recul. C'est vrai que c'est pas au point. Surtout, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est, comme disait Robert Kennedy Jr. à Milan, c'est qu'entre le groupe témoin et le groupe expérimental de Pfizer, ils disent que le vaccin est efficace à 100%, mais il y a une différence dans le groupe témoin, il y a eu un mort du Covid, dans le groupe expérimental, dans le groupe témoin 2 et dans le groupe expérimental 1, mais il n'y a aucune différence. Donc ce vaccin n'aide même pas contre le Covid qui tuait très peu de gens aussi. Oui, exact, Alex. Mais je crois que pour expliquer aux gens dans une situation de crise, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais pour expliquer aux gens, ça c'est un argument je dirais, de seconde ligne, Okay. dans la statistique. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi quelque chose ne peut pas marcher sans utiliser des statistiques, mais tout ce que tu dis est très vrai. Mais il y a aussi une question que j'aimerais poser au Premier ministre et que toute la population belge. Ah ben j'y vais demain justement, Okay. Martin. Pose-lui la question. Sachant que vous aimez la technologie vaccinale qui existe depuis 2 siècles, pourquoi avez-vous, avec d'autres à l'Union européenne, bloqué Novavax, Valneva et le vaccin de Sanofi, qui sont des vaccins à la papa, faits selon l'ancienne méthodologie, qui ne prennent pas des années à faire. On fait un vaccin anti-grippe 2 fois par an. Ça prend 2 mois à faire, ça prend 1 mois et demi à certifier. Où restent les vaccins normaux, monsieur? Parce que ces vaccins normaux n'auraient pas autant d'effets secondaires et ne créeraient pas une désadhésion de la population. Ça doit quand même choquer les gens que les plus grandes résistantes contre le vaccin, ce n'est pas des antivax, c'est des praticiens de la médecine, c'est des médecins qui n'ont pas oublié leur médecine, c'est des généticiens, c'est des biologistes moléculaires et biophysiciens comme moi, c'est des virologues qui disent arrêtez les conneries. Donc, c'est des gens qui ont quelques diplômes et qui ne se connaissaient pas avant. On n'a pas tous décidé un jour de devenir conspirationnistes ou complotistes. On n'est pas réveillé en disant faisons un groupe et on va attaquer le gouvernement. Non, il y a des hérésies. Alors, il y a des fautes de bonne foi, je crois qu'il y a des fautes de bonne foi, il y a des fautes de mauvaise foi, et puis il y a des foutus mensonges. Et il est temps que ça s'arrête. Et donc, les vaccins, je suis pour. Ces produits ne sont pas de vrais vaccins. La plateforme technologique n'était pas mûre. On arrête les frais. Et surtout, aller vacciner le sperme et les ovules, ça suffit, quoi. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Oui, alors, dernier point, c'est la question des vaccinés qui sont en soins intensifs, en tout cas qui sont dans les hôpitaux avec le Covid. Ça aussi, il le niait il y a encore quelques jours, quelques semaines. D'ailleurs, dans ma dernière question à Van den Broek, je lui disais mais pourquoi pousser la vaccination de tout le monde alors que ça ne protège pas du Covid et de sa transmission. Mais maintenant, selon toi, je n'ai pas vu ce document, mais il l'a reconnu au Parlement, Van den Broek. Il y a eu une question parlementaire il y a quelques semaines posée par un membre de l'opposition, et très peu d'opposition, mais qui sont tous espoirs. Ils sont 7 ou 8 partis dans la majorité. Et on a demandé au ministre Van den Broek, ça c'est les questions écrites au Parlement. Donc j'explique pour la population, chaque semaine, il y a des commissions parlementaires où des parlementaires d'opposition ou de la majorité peuvent poser des questions.
j'en ai participé dans le passé, je devrais répondre pour le ministre de tutelle. Et donc, on met sur papier les archives de l'État belge. Donc, ceci est trouvable en ligne sur le site lachambre.be. Donc, on a posé la question à Van den Broek, combien, sachant qu'on devrait savoir combien de gens parmi les hospitalisés Covid sont-ils vaccinés ou non. Et le ministre a reconnu, et c'est on the record, 71% de vaccinés dans les malades Covid dans les hôpitaux belges. Alors, je voudrais comprendre, si De Croo et Van den Broek se parlent, si vous décidez de mentir, ayez au moins l'intelligence de coordonner vos foutus mensonges, parce que ça suffit. Moi, je n'ai plus les mots. Je respecte tout le monde, mais je ne peux pas respecter les cons, les mal comprenants, les menteurs. Donc ici, il y a un problème. Et ils peuvent me traîner en justice, on ira devant les juges avec des papiers. Donc il y a un problème là. J'accuse ces gens non seulement d'être parfois incompétents, mais en plus parfois de bonne foi et parfois de mauvaise foi. Et je ne sais pas dire qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi, qui est un foutu menteur. Ça, je laisse à l'histoire le soin de juger. Donc je ne fais pas dans la diffamation. Mais ce qui me choque, et ceci est dans le record, c'est quand je vois un Premier ministre qui fait une opération séduction chez les jeunes avec RTL TVI pour noyer les news, qui dit un chiffre et qui dit « Moi, je vois principalement, quand on regarde, on voit des non-vaccinés, c'est dangereux. » Et j'ai son ministre de la Santé qui dit « Nous avons 71% de vaccinés. » Moi, je ne suis pas pour l'obligation vaccinale. Je pense que c'est un libre choix. C'est aussi un choix de non-solidarité. La vaccination en soi, c'est quelque chose, mais ça fait des centaines d'années qu'on le fait, la vaccination. C'est quelque chose de prouvé, c'est quelque chose qui fonctionne. Le vaccin, les vaccins qui ont été approuvés en Belgique, combien de cas il y a eu d'effets secondaires? Il n'y en a eu pratiquement pas. Il y a eu un cas sur, au total, plus que 10 millions de vaccins qui ont été administrés en Belgique. On le voit dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, c'est majoritairement des gens qui ne sont pas vaccinés. Puis, en ce qui concerne le nombre de vaccinés, dans le groupe des patients hospitalisés, donc entre le 16 octobre et le 22 octobre, 54,4% étaient des patients entièrement vaccinés, donc 385 patients. Vous avez demandé une ventilation par région, 39,2% des patients à Bruxelles étaient entièrement vaccinés, 47 sur 120. 70,9% des patients en Flandre, 236 sur 333, et 40% des patients en Wallonie étaient entièrement vaccinés, donc 102 sur 255. Voor wie trouwens zou denken dat de intensieve zorg nu vol ligt met niet-gevaccineerden, dat klopt niet langer. Bij ons op dit moment zien wij toch wel een grote meerderheid zogenaamde doorbraakinfecties. Dat is anders dan een aantal weken geleden, toen wij inderdaad een meerderheid niet gevaccineerde patiënten op intensieve hadden. Op dit moment is dat niet meer zo. De patiënten die wij in GZA nu op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd. Het gaat veelal om mensen met andere onderliggende aandoeningen wiens immuunsysteem vaak al verzwakt is. De gemiddelde leeftijd van die patiënten met doorbraakinfecties bij GZA ligt tussen de 55 en 60 jaar. Et je voudrais rappeler à la population, connaît ce chiffre dans tous les endroits. Il y a un moment, on nous disait que c'était plus de 90% de non-vaccinés. Oui, mais on trafiquait les chiffres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mélangé les chiffres qu'on avait en janvier, quand il y avait 0 vaccin dans la population. Donc, il est normal d'avoir 90 ou 100% des gens non vaccinés dans les soins intensifs ou ailleurs, avec les chiffres en juin. Et je me souviens que le Covid Rationnel avait sorti des notes pour dire il faut ventiler dans le temps, parce que maintenant qu'on a un certain pourcentage de vaccinés important, on commence à avoir des vaccinés dans les soins intensifs et les cliniques. Alors les gens disent mais c'est normal parce que c'est professionnel de la population. Ça, c'est un bon argument, mais c'est de la règle de 3. Mais quand on voit les données Angleterre, non seulement Delta tue pas, mais il semble avoir une prédilection pour les vaccinés. Donc, il y a un problème. Et donc, quand un ministre critique l'autre ou ne donne pas les mêmes chiffres, moi, je me pose une question. Alors, on va dire, je suis radical, j'accuse les gens de mensonges. Non, je les accuse de non-coordination dans leurs mensonges. Il y en a un des deux qui ment. Ça, c'est sûr. Mais en plus, ils auraient dû coordonner. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je me demande si vous n'avez pas marre, vous, de ces bêtises et de ces idiots. On a l'impression d'être dans un mauvais cauchemar. Et moi, pour te dire, depuis là, ça fait je crois la 17e fois que je vais en conférence de presse.
Je crois que si c'était simplement des incompétents, en tout cas ceux à qui je m'adresse, et principalement à De Croo, je crois qu'à un moment donné, il aurait accepté d'aller voir ailleurs. Et donc je pense qu'il refusait totalement, même quand je lui parle de Ioannidis, qui me dit qu'il ne connaît pas et qu'il écoute que les scientifiques sérieux, je crois qu'il écoute surtout les scientifiques qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Oui, Ioannidis est un des meilleurs épidémiologistes sur Terre. Stanford, Bhattacharya, Stanford. Kurtov, chef du département d'épidémiologie d'Harvard. On parle des grandes pointures. Donc, dites-moi à qui vous parlez, je dirai qui vous êtes. S'il parle à des gens, je ne sais pas moi, qui ont été diplômés à Barton de Cup Universiteit, nous avons un problème. Excusez-moi. Et donc, c'est bizarre. Ils peuvent toujours avoir ce qu'on appelle en anglais plausible deniability. Oh, je ne suis pas au courant. À partir du moment où c'est front page dans les news, c'est publié 60 fois sur Terre, il y a plein de gens qui ont confirmé les données Ioannidis. Le WHO a dit, et il y a ce fameux tableau avec l'IFR, le fatality rate en fonction de l'âge. Donc, en dessous de 40 ans, c'est 1 pour 100 000. Donc, si un virus en dessous de 40 ans vous met en danger 1 pour 100 000, et que le vaccin vous met en danger 1 pour 1000, ou même 1 pour 5000, mais c'est 1 pour 1000, il n'y a pas photo, on arrête, quoi. Il faut arrêter. Donc, cet argument de solidarité, c'est quand même quelque chose. En fait, les gens, on a vendu aux gens leur liberté. On les a mis en prison et puis on leur rend leur liberté avec un petit pass. Syndrome de Stockholm. Hein. Ils disent, voilà, je suis libre. Mais alors, on joue sur le narcissisme des gens. Parce que quand je vois les affiches en Belgique, Sarah se vaccine pour aller danser avec les copines. J'ai envie de dire, mais quelle pauvre conne, Sarah. Elle se vaccine sans savoir qu'elle s'injecte pour une mauvaise raison qui n'a rien à voir avec sa santé. Dis, tes parents auraient t'expliquer. Ah non, mais mes parents sont encore plus cons. Donc, mes parents sont des vieux plutôt. Moi, je me vaccine pour aller danser. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans l'instantanéité de son plaisir. C'est comme ces gens qui sont vaccinés pour avoir le droit d'aller en vacances à Torremolinos. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la santé. Mais ils sont centrés sur leur plaisir, sur leur narcissisme, et d'autres gens refusent le vaccin. Pas parce qu'ils sont anti-vax, mais parce qu'ils disent « Attendons, c'est quand même pas logique ce qui se passe. » Et alors, on les met en cage. Et ce qui se passe en Autriche est, je n'ai plus les mots, quand on veut prendre une fraction de la population qui n'est pas un danger pour les autres, il faut être clair, ce n'est pas un danger pour les autres, et qu'on les met en cage en disant vous restez à la maison, sauf si vous devez aller respirer à l'hôpital ou faire vos courses, il y a un grand problème. Et si les gens ne comprennent pas qu'il y a un grand problème, je crois que même les Chinois n'avaient pas pensé à ça. Il y a un problème là. Et il faut arrêter. Et quand des gens parlent d'obligation vaccinale ou commencent à faire des ballons d'essai dans la Libre Belgique, le journal, c'est la Libra, c'est la Pravda belge. Désolé, je me lâche, mais ce type est un hypocrite. Il a été sauvé par l'ivermectine et il le cache bien. Donc, il y a un moment où il n'y a plus de crédibilité à avoir. Il faut avoir la décence de ne pas tuer les autres. Donc, quand on voit ce que la Libre Belgique promeut en disant oui, il faut faire ci, il faut faire ça, dans quel jeu? Donc, cette interview de Croo, je regrette. La personne n'est pas un mauvais bougre, mais il y a un mauvais scénario. Et pour répondre à ta question directe, il y a des incompétents et des conflits d'intérêts. Bon, la caste politique ne comprend pas tout, elle se fie à des gens. Mais il y a autre chose qui se passe. Quand on comprend qu'on a foiré, et ils ne sont pas cons, ils comprennent qu'ils ont foiré. Quelle est leur chance de s'en sortir vivant politiquement ou passer en force? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez, là je fais de la politique fiction, donc ceci n'est plus des faits, je me permets pour une fois de faire comme eux de la politique fiction. J'ai Delta qui ne tue pas. C'est bien, ça me permet de prouver que le vaccin est un peu efficace. Parce que le virus tue 1 pour 10 000. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai en plus l'hiver qui arrive et je vais profiter de Delta qui ne tue pas en vaccinant tout le monde en disant, voilà, vous avez vu, comparé à l'année passée, tout va bien, donc nous avons fait notre boulot. Et tous les morts qui vont arriver dans le futur, ce n'est pas le vaccin, c'est le virus, où tout le monde est vacciné. Donc, il y a un problème là. Je crois qu'il n'y a à aucun moment, durant toute cette crise, eu de proportionnalité entre les mesures et le risque réel. Je répète, pour toute la population, Gisèle de Marcinelle, Arthur de Namur, comprenez-moi s'il vous plaît. On vous aime et on essaie de vous expliquer en manière claire. Quand un virus vous tue par danger pour lui-même, parce qu'il a une létalité, c'est mesuré, 2 pour 1000, si on ne fait rien. Donc ça veut dire que si on vous traiterait, vous ne seriez même pas mort. Mais c'est 2 pour 1000 victimes. Et quand le pays en entier a 2% de décès, il faut dire, mais attends, le virus a un risque à 2 pour 1000 et j'ai 2% de morts. Il n'y a pas photo.
Ça veut dire que tout ce qu'on a fait a aggravé la mortalité. C'est la différence entre un IFR, Infection Fatality Rate, et le CFR, qui est le Case Fatality Rate. Les cases, c'est quoi? C'est avec la gestion dans les hôpitaux. En d'autres termes, pour comprendre à tout le monde ce qui se passe, si vous avez un accident de voiture devant Saint-Luc, un accident de voiture dans une Ferrari rouge, par exemple, vous n'allez pas mourir parce que vous êtes à 3 minutes de la salle d'urgence. Vous avez le même accident de voiture dans le plateau des Fagnes, vous êtes à 1 heure du Sartillement, vous allez rester. C'est le Case Fatality Rate. Ça veut dire que la logistique fait partie de la statistique. Donc, le même accident de voiture par la même personne, contre un arbre différent, mais dans les mêmes circonstances, dans la même voiture, une Ferrari rouge va conduire à une différence de résultat en fonction de la distance. Ça, c'est ce que le CFR mesure. Et quand je terminerai en disant que quand on met les gens sous cloche dans un nominat médical avec des PCR, on ne les traite pas assez vite. Et donc, ils arrivent en soins intensifs déjà infectés en septicémie, ce qui augmente la mortalité. Parce que c'est plus dur de sauver quelqu'un qui a un germe dans le sang, dans les poumons, que de le sauver quand il est juste dans le nez et qui tousse un peu. Ça s'appelle pénicilline, le traitement. Mais ça encore, c'est un autre débat. Je crois que c'est triste pour moi qu'on soit retourné à l'âge pré-antibiotique parce qu'on a remplacé la médecine par de la logistique. La logistique est nécessaire. Je vais être gentil et calme là. Tout médecin a besoin de logistique. On a besoin de compresses, on a besoin de médicaments, on a besoin d'une chaîne hospitalière. Mais la logistique ne peut pas être le but de la médecine. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans les publications qu'on m'a fait l'honneur quand on me parlait encore de publier dans VIF ou la Libre Belgique, je dis il ne faut pas mettre ses œufs dans un seul panier parce qu'il faut des vaccins, des bons vaccins. Et il faut traiter les gens et il faut les suivre. Et moi, je connais de plus en plus de généralistes dans notre pays qui suivent les gens pour essayer de les choper dès qu'ils ont le moindre effet. Pas du vaccin, mais même de SARS. Donc, il faut traiter les gens. Mais par contre, j'ai appris aussi certaines histoires où des médecins ne vont pas voir les gens à domicile. Encore maintenant, après un an et demi de crise. Et donc, quelque part, la gestion de la peur a été ce qui a tué tout le monde. Donc, la stupidité est la meilleure amie de la peur. Donc, si je dois terminer pour dire il y a des mensonges d'État, ils racontent n'importe quoi, ils se contredisent, mais en plus, ils ont peut-être peur, on n'est peut-être pas loin de la vérité. Donc, je crois qu'il y a du boulot à nettoyer et il y a des agendas cachés, peut-être, mais au lieu d'une conspiration, moi, ce que je vois, c'est des forces financières. À partir du moment où tout le monde sait que Pfizer fait un vaccin qui va avoir au moins 7 milliards de doses, moi et mon software d'investissement sur toutes les bourses du monde, je fais les effets de levier. Et c'est ça qui arrive. Je crois que, parce que les gens ont trop vite, c'est une arme biologique. Non. Soyons un peu logiques. Il y a des forces sur Terre qui sont présentes. Et dès que le système s'emballe, la machine broie tout. Et alors, c'est par exemple les forces financières. La valuation de ces compagnies, Pfizer, Moderna, etc., elle est énorme. C'est pour ça qu'on bloque les vaccins de Valneva ou de Novavax ou de Sanofi. Parce que vous imaginez, même s'ils prennent une part de marché importante, ou tout le marché, ce n'est pas là-dessus qu'un investisseur se fait l'argent. L'investisseur fait son argent sur les stocks, sur la valeur de capitalisation de la société. Donc, si Valneva prend 50% du marché en France, Pfizer chute, l'investisseur qui a investi chez les deux, il gagne un peu sur les ventes de Valneva, mais il perd beaucoup sur la valeur des parts d'action de Pfizer. Et il se perd plus que ce qu'il ne gagne. Et donc, tous ces petits effets de levier sont pas une conspiration, mais c'est les associations d'intérêts momentanés qui font que le train est fou, quoi. Ça, c'est ma vision. Je ne prétends pas avoir raison, mais je crois qu'elle est assez modérée. En tout cas, merci Martin Azizi. On essaie, nous ici, chez Kairos, depuis des années, mais encore plus depuis ce que j'appelle un peu le spectacle Covid, depuis plus d'un an et demi, de donner la voix à ceux qui ne l'ont plus, même des experts comme toi qui étaient écoutés avant, ou d'autres comme Raoult qui étaient écoutés avant et qui sombrent dans les parias, les menteurs du jour au lendemain parce qu'ils ne tiennent pas le discours officiel. De toute façon, nous, on a prévu de faire quelque chose de plus long dans quelques semaines, jours, pour décrypter tout ça. On avait déjà fait le livre auquel tu as participé, que je peux montrer aux collègues, vraiment passer auquel tu as participé, qui est un grand succès, puisqu'on le réédite, il a été vendu à 1500, on l'a refait 3000 fois, qui revient sur tout ça. Et on va essayer en images avec toi de faire une longue émission avec des graphiques et des images donc pour expliquer un peu tout ça simplement aux gens depuis le début.
Moi, je crois, Voilà. Alexandre, que le journaliste d'investigation ne doit jamais prétendre avoir raison, mais doit investiguer et montrer les pièces. Et c'est ça qui manque. Je ne peux pas, et je sais qu'on en a parlé, c'est pour ça qu'on va faire ce programme. Je crois qu'il y a un peu de vérité chez tout le monde, il y a un peu de vérité chez tout le monde. Et que si on parvient à mettre la pièce au centre de la table et regarder ces données-là, voilà ce qu'elles signifient, les gens alors commencent à parler sur du concret au lieu de faire des effets d'annonce et de narratifs politiques. Si je dois critiquer le Premier ministre de Croo, c'est qu'il a une solution uniquement narrative. Et ça, c'est la recette pour une catastrophe. Donc, à la limite, et je dois révéler, De Croo et moi, on était liés sur LinkedIn. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Martin Zizi. Mais il va le dire. Mais je m'en fous. OK? Merci. Allez, au revoir. Mille merci, Martin. C'est rien, c'est rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Martin. Au revoir, au revoir. Au revoir.